Bonjour, bienvenue dans ce grand entretien du monde moderne. Aujourd'hui, nous recevons Régis de Castelnau, avocat qu'on ne présente plus, qui sort aux éditions de L'Artilleur cette semaine, Une justice politique, un livre qui envoie du lourd sur la magistrature en l'occurrence, à savoir est-ce que aujourd'hui on peut parler d'une justice indépendante, impartiale, ou est-ce que la justice est politique en France. Et l'actualité pose effectivement beaucoup de questions, parce que si on commence par ce qui se passe en ce moment, Nicolas Sarkozy, décidément, qui parle lui d'acharnement judiciaire, on pourrait se dire que le parquet financier, le parquet national financier, qui vient encore d'ouvrir une nouvelle enquête sur des soupçons d'enrichissement suite à un contrat qu'il aurait en Russie, c'est-à-dire que ce pauvre Nicolas Sarkozy n'a plus le droit de rien faire. Est-ce qu'il est une cible privilégiée du parquet national financier? Qu'est-ce que vous en pensez de cette dernière accusation encore de Nicolas Sarkozy? Alors, elle raconte beaucoup de choses. On va essayer de ne pas être trop long sur cet événement précis, en rappelant que au mois d'octobre, je crois, il y a eu le fameux procès Bismuth-Azibert, appelons-le comme ça. Bismuth, c'était le nom qui avait été donné pour récupérer un téléphone en pensant que on n'allait pas se retrouver sur écoute. Je parle là de Nicolas Sarkozy et de son avocat. Toujours est-il que, à l'occasion de ce procès, à l'occasion de l'audience, la presse s'est aperçue que ce dossier était vide. Et les réflexions, c'était tout ça pour ça. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a eu des réquisitions délirantes du parquet national financier qui a montré sa détermination, des réquisitions qui n'avaient rien à voir avec le contenu du dossier et avec l'infraction elle-même, si tant est qu'elle soit établie, ce qu'à mon avis, elle n'est pas. Et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que l'accusation d'acharnement contre Nicolas Sarkozy ne serait pas démontrée? Et que, voilà, il a aujourd'hui une nouvelle disponibilité politique, je ne crois pas, mais on ne sait jamais avec lui, mais une nouvelle disponibilité publique, avec peut-être qui se profile la fin de ses ennuis judiciaires. Et comme par hasard, cette semaine, on a mercredi le rappel que son épouse de l'époque, Cécilia, avait été son attachée parlementaire pendant 6 mois, et celle de sa suppléante, je veux dire comme tout le monde le faisait à l'époque, et qu'on ne trouvait pas de trace de son travail. Pour qui se rappelle de l'époque où il était place Beauvau, où il était parlementaire en ascension politique, qui allait le conduire à l'Élysée, on reprochait beaucoup à Cécilia Sarkozy d'être trop présente. Donc il y a cette espèce de manifestation bizarre qui se produit avec le Canard enchaîné, et aujourd'hui, avec l'autre spécialiste de la dénonciation par voie de presse, on a Mediapart qui nous annonce que le parquet financier a ouvert une autre enquête préliminaire contre Nicolas Sarkozy pour trafic d'influence, parce qu'il aurait bénéficié d'un contrat de la part d'une société russe. Donc, qu'est-ce qui se passe, quoi? On a vraiment l'impression que le parquet national financier, qui a été l'objet de beaucoup de critiques, d'accusations... Quand il date? Quand est-ce qu'il a été créé, ce parquet national financier? C'est tout à fait essentiel. Ce parquet national financier, il a été voulu d'abord par François Hollande. Il a été créé après l'affaire Cahuzac. Dans le livre dont vous avez parlé, je dis que je n'ai pas tranché entre le fait de savoir si l'affaire Cahuzac était une manipulation déclenchée par François Hollande ou ses amis, ou si c'était un effet d'aubaine. Mais on peut constater que cette affaire a été l'occasion pour François Hollande de finaliser la mise en place d'un dispositif judiciaire à son profit. C'est-à-dire qu'on avait déjà le pôle d'instruction financière, ce sont des magistrats du siège où il y a des juges d'instruction, qui est totalement colonisé par le syndicat de la magistrature, et on avait, avec la création du parquet national financier, une instance de poursuite à compétence nationale, c'est-à-dire que tous les dossiers pouvaient être récupérés par le parquet national financier, pour ensuite alimenter le pôle d'instruction. Donc on avait une institution, une juridiction complète, totalement dévoué à François Hollande. Enfin, c'est comme ça que c'était présenté, et personnellement, c'est mon analyse. Il en avait profité également pour faire créer la haute autorité pour la transparence de la vie publique, dont il a confié la présidence à Jean-Louis Nadal, magistrat notoirement connu pour ses affinités avec le Parti socialiste, c'est-à-dire qu'on avait tout un dispositif dont on pensait à l'époque qu'il avait surtout servi à
François Hollande, et c'est ce que disaient 3 journalistes du Canard enchaîné qui avaient publié en même temps que l'affaire Fillon, un ouvrage qui s'appelait Bienvenue place Beauvau, où ils expliquaient comment, obsédé par l'éventuel retour de Nicolas Sarkozy qu'il avait battu en 2012, François Hollande avait mis en place un dispositif pour combattre par les voies judiciaires, pour instrumentaliser la justice à des fins politiques. Voilà, c'est ça l'histoire. C'est un peu le clap de fin en fait de cette instrumentalisation de 30 ans, enfin l'apogée, hein, puisque c'est tout ce que relate le livre, hein, la longue dérive finalement de l'appareil judiciaire au service du politique. Il y a l'affaire Fillon là-dedans qui est incroyable, parce que c'est le parquet national financier est clé dans la campagne d'Emmanuel Macron pour plomber le candidat Fillon, où on se rend compte que tout ça repose sur un article du Canard enchaîné. Enfin, ça commence avec un article de presse, et puis tout va très vite, et on a justement une des responsables de ce parquet national financier qui le dit devant une commission d'enquête, hein, je crois que c'est Madame Champrenault, qui explique que oui, effectivement, c'est allé vite, parce qu'il fallait aller vite, enfin, c'est quasiment des aveux. On va y revenir, c'est Madame Houlette qui dit ça, Houlette, d'abord, et qui accuse Madame Champrenault, parce que tout d'un coup, parce que le temps se couvre un peu, donc hop, on balance les copains, hein, ce qui en dit long, hein, sur leur pratique. Alors, on va peut-être rappeler qui sont Madame Houlette, Madame Champrenault, parce que c'est des noms qui ne sont pas connus et qui méritent d'être connus quand même. Alors, Madame Houlette est la première patronne du parquet national financier choisie par François Hollande. Hein. François Hollande fait créer par la loi, hein, on crée cette instance en disant, vous allez voir, on va laver plus blanc. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'on va laver plus blanc et qu'on accumule les textes comme ça, hein, pour qu'à chaque fois qu'une affaire se déclenche, en promulguer un nouveau. Donc, la première personne choisie, c'est Madame Houlette. Hein. Elle ne décevra pas. Personne ne déçoit dans ce livre. Hein, non, mais, bon, je voudrais terminer sur l'information que vous avez donnée concernant Nicolas Sarkozy. Ce que ça raconte aussi, c'est que on est en année préélectorale, et si vous me posiez la question en me disant, mais attendez, est-ce qu'ils sont toujours décidés, comme ils l'ont fait en 2017, à s'ingérer dans le processus électoral, je réponds oui. Je réponds oui, parce que je dirais que presque ils ont été créés pour ça. Mais il est clair que ce qui se passe en 2017 est particulier. La politisation telle qu'elle est au moment du mandat de François Hollande est le fruit d'effectivement une évolution de 30 ans, où la justice a mené le combat de son émancipation vis-à-vis du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, qui était nécessaire. Il y a une vieille histoire depuis Napoléon d'une justice aux ordres. Et ce n'était pas faux. Moi, je l'ai connu. J'ai connu la fin de cette période. Et l'explosion des affaires au moment des années fric, c'est-à-dire dans les années 80, hein, lorsqu'on s'est aperçu que le financement des partis avait pour origine massivement la corruption de la décision publique. Soyons clairs, hein, les marchés publics, les autorisations d'urbanisme commercial donnaient lieu à des versements de commissions, ou les marchés à l'export d'ailleurs, importants aux partis politiques. Ça a explosé, comme en Italie, pareil. Hein, sauf qu'en Italie, ils ont fait un pool de magistrats qui a détruit le système politique des partis italiens, hein, qui était un peu le même que le nôtre sous la 4e, qui s'est effondré. Hein, et c'est un travail judiciaire avec, c'est très important, le soutien de l'opinion publique. Ils ont fait l'opération Manipulité, hein, main propre, c'est-à-dire que destruction du Parti socialiste, destruction de la démocratie chrétienne, transformation radicale du Parti communiste, etc., etc. En France, on n'a pas fait ça. On a fait opération main moite, hein, c'est mon expression que j'aime bien, parce que on n'a pas nettoyé, liquidé, c'est peut-être pas plus mal, parce que je rappelle quand même que les conséquences de Manipulite, c'est Berlusconi, hein, qui arrive, donc c'est peut-être faire un petit peu attention. Mais surtout en France, on a fait des réformes, on a fait le financement public, hein, on a mis en place des structures juridiques différentes, et puis de temps en temps, on a tapé sur l'un ou l'autre. Et on a commencé, parce qu'elle était au pouvoir, on a commencé contre la gauche. Alors, les hommes politiques de droite se sont dit, bah, tiens, c'est très bien, il n'y a plus beaucoup de différence entre nous au plan idéologique et politique, et ben, pour concurrencer ces gens-là, on va instrumentaliser la justice. Donc, ils ont commencé, Carrefour du développement, Emmanueli, il y a eu toute une série d'affaires comme ça, où ce sont les gens de gauche qui ont payé cher, avec en tête Thierry Jean-Pierre se présentant comme un socialiste déçu, tous ces justiciers, hein, qui ensuite allaient battre monnaie en faisant des carrières judiciaires. Alors il disait, je suis un socialiste déçu. Immédiatement, dès qu'il a eu terminé son tour de piste médiatique, hein, le présentant comme un preux chevalier, il est allé pantoufler chez Philippe de Villiers, dont il a été un parlementaire
parlementaire au Parlement européen. Donc cette première phase se termine avec quelques sacrifiés, Carignan, qui était maire de Grenoble, Noir, etc. Et puis la droite revient au pouvoir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les socialistes se disent il n'y a pas de raison que nous on ne fasse pas pareil. Et ça commence avec Jacques Chirac, rappelez-vous, hein, donc Arnaud Montebourg voulant le mettre en accusation, etc. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des raisons, hein, qu'il y avait pas, il y avait des frais de bouche, il y avait tout un tas de choses. Et puis soyons clairs, en 1977, après que Jacques Chirac ait pris la mairie de Paris, elle était devenue une forteresse. Et lorsque les socialistes étaient au pouvoir et bénéficiaient par conséquent des rétrocommissions sur les marchés d'État, etc., la mairie de Paris était aussi une pompe à finances du RPR. Mais cette phase avec la loi de 90 se termine. Elle se termine. Je ne dis pas que les bonnes pratiques s'instaurent tout de suite, mais les choses quand même évoluent. Malheureusement, l'utilisation de la justice, le dévoiement de celle-ci à des fins politiques commence à devenir une habitude. Alors, chacun est servi, mais clairement, la droite est prioritaire. C'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est « Des années Chirac au système Macron ». La droite est prioritaire et elle se trouve mise en cause assez systématiquement, à commencer par Jacques Chirac, qui bénéficie pendant ses 7 et 5, 12 ans de mandat de la protection de l'article 67 de la Constitution, mais qui, effectivement, est mis en cause très, très fréquemment. Et les affaires sont utilisées comme argument politique très fort. Lorsque Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir en 2007, il devient dès ce moment-là une cible prioritaire. Et il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place. L'opinion publique est toujours sur la ligne tous pourris. On ne vote pas, on ne milite pas, on ne cotise pas au parti, mais on veut qu'ils soient irréprochables. Ou quand on a des bons maires, mais un peu rock'n'roll sur le plan moral, comme Balkany ou Melik, on vote pour eux. Donc bon, tout ce petit jeu se poursuit et la magistrature passe un accord avec les médias, passe un accord avec le quatrième pouvoir, troisième et quatrième pouvoir main dans la main, affaiblissent systématiquement la classe politique, ceux qui l'organisent et qui essaient d'en profiter étant plutôt la gauche. Ce qui l'amènera... Il faut rappeler quand même à cette époque-là que Mediapart se crée. C'est la campagne de 2007 sur les suites, sur les ruines ou les constructions, les bases de Désir d'avenir. Il y avait la campagne de Ségolène où Edoui Plenel était présent. Donc il y a quand même un lien évident à la création au moins de Mediapart. Alors, on va être méchant avec Mediapart. C'est un média aujourd'hui. Il y a des gens qui sont intéressants, qui font du bon boulot, mais il y a la personnalité de son propriétaire et il y a le rôle qu'il joue. On va y revenir parce que je crois que c'est quelque chose de très important qui montre bien le dispositif qui a été ainsi créé, dont Mediapart est un des maillons. Ils ne vont pas aimer qu'on dise ça, mais c'est une réalité. La composition de la haute fonction publique judiciaire est suivi attentivement par le Parti socialiste. Ils ont 2 réservoirs pour les emplois de cabinet qui ensuite, lorsqu'il y a alternance, permet d'obtenir, parce que c'est une règle républicaine, les plus beaux postes de la magistrature, ça joue au Conseil d'État, c'est pareil. Eh bien, eux, ils ont des réservoirs pour des candidats comme ça, avec le syndicat de la magistrature, qui est le mieux organisé, et avec l'union syndicale des magistrats, qui finalement, au fur et à mesure, sera un peu prise en main par le Parti socialiste. Donc on se retrouve avec une haute fonction publique judiciaire, un haut clergé, qui est quand même très marqué dans une proximité avec le Parti socialiste. La particularité qui se produit en 2017, c'est que ce dispositif qui existe se met spontanément au service d'Emmanuel Macron. Et c'est l'affaire Fillon. Et c'est la fameuse affaire Fillon parce qu'il y a un ralliement de toutes ces couches du monde judiciaire, avocats compris, à la candidature d'Emmanuel Macron, perçu comme le successeur de François Hollande. Et il l'est. Oui, il est créé par le Parti socialiste. À l'époque, tout ce qui gravite autour d'Emmanuel Macron est plutôt... c'est complètement socialiste. François Bayrou qui se rallie rapidement. Il commence par le critiquer très fortement. On retrouve des déclarations qui sont amusantes. Donc, c'est le PS et François Hollande, clairement, Jean-Pierre Jouyet,
qui aujourd'hui vient pleurnicher dans des livres en disant qu'on n'a pas été gentil en remerciement avec lui. Ben oui, monsieur. C'est lui, l'année où Macron se retrouve à l'inspection générale des finances, il n'y a pas de classement de l'ENA. C'est curieux, mais il y est pour rien, je crois. Hein. Mais Jouillet en profite pour l'intégrer à l'inspection des finances, alors qu'auparavant, ça dépendait de votre place dans la botte, quoi. Hein, donc, bon. Et donc, c'est vraiment la créature du Parti socialiste qui va le présenter quasiment. Enfin, la primaire socialiste est une pantalonnade entre Hamon et ce pauvre Valls, etc. Donc, c'est vraiment... Surtout qu'une fois que Hamon est choisi, le PS le flingue directement. Directement, il n'y a pas de problème, c'est terminé, c'est liquidé. Notre candidat, c'est Macron. Et tout ça se joue à l'Élysée. Il ne faut pas oublier que ça se joue à l'Élysée. Hein, petit détail qui tue, la responsable des affaires judiciaires à l'Élysée, c'est une magistrate qui vient d'arriver du parquet national financier. Bon, sur la façon dont se déclenche l'affaire Fillon, l'implication de l'Élysée, on ne peut pas l'établir, la prouver comme ça, puis c'est pas intéressant. Moi j'ai une conviction, elle me suffit, je peux vous dire. Hein, alors je ne veux pas vous dire qui a fait quoi tel jour, mais que tout d'un coup arrive une affaire où tout est armé de pied en cap, l'accusation, on a les fiches de paye, tout est au point, et qu'on vienne dire « Ah mais non, écoutez, on a fait une super investigation ». Non, tout ça, ça vient de l'administration de l'Assemblée nationale, ça vient de Bercy et tout. Enfin, ça, je parle de mes convictions. Je ne porte aucune accusation contre qui que ce soit, d'abord parce que je tiens... C'est allé très vite, quoi. C'est-à-dire que ça sort dans le canard, et sur Fillon, il a été flingué en un mois. Quoi. Alors, je crois qu'effectivement, c'était la cible principal était Nicolas Sarkozy, et on le voit en 2016, quand il y a la primaire qui se prépare, le parquet national financier pousse les feux dans Big Malion. Hein, on reçoit des réquisitions du parquet signé de Madame Oulette, délirantes 134 fautes d'orthographe, hein, et puis bon, je veux dire sur le plan juridique, mais il fallait naturellement, toute la presse en fait état. L'avocat de Nicolas Sarkozy lui dit « Mais attendez, on réclame son renvoi devant le tribunal correctionnel pour des infractions pour lesquelles il n'est pas poursuivi. » Défense hasardeuse, vous disent les décodeurs et tout, alors que je suis désolé, je l'ai lu. Oui, effectivement, c'était parfaitement avéré. Donc, on s'équipe pour se faire Sarkozy. Et puis Sarkozy se fait écraser. Écrasé, parce qu'il n'y aurait pas eu la candidature de Juppé soutenue par les socialistes, les gens de gauche qui sont venus voter, pas moi, les gens de gauche qui sont venus voter pour Juppé, pour éviter Sarkozy. Sans ça, Fillon passait au premier tour. Fillon qui était donné à 11% 15 jours avant, bouf, il fait un triomphe. Alors, il a fallu se reconvertir. En janvier, Fillon est à 24% dans les sondages, Macron à 16%. Alors, je rappelle que en 2015, lorsqu'aux européennes, Marine Le Pen, enfin son parti, fait 29% des voix, on sait qu'elle sera au second tour. Et on sait que le candidat qui sera contre elle sera président de la République. Donc, c'est pour ça qu'il fait la fête dans l'entre-deux tours. Emmanuel Macron, il sait qu'il a gagné. Oui, mais en 2015, toute l'opération Macron commence là. En 2015, alors beaucoup disent, attendez, Juppé. Vous vous rappelez que Juppé, en courant 2015-2016, il était déjà président dans tous les sondages, il a explosé en vol proprement après. Et après, très vite, il parlait de Macron comme son Premier ministre, enfin, tout ça était très naturel. On avait le duo, et Macron devenant président en 2022, je crois que c'était le plan, mais ce n'était pas le plan de Macron. Je crois que ce n'était pas le plan de Macron. Lui, il savait très bien ce qu'il voulait. D'autres intérêts savaient ce qu'ils voulaient, etc. Donc, on lance le produit comme une savonnette bien en amont, on trouve les financements. Enfin, bon, il y a tout un tas de... C'est une opération de longue main. Et arrive, cerise sur le gâteau, arrive le début de l'année et le raid judiciaire. Donc, en février, sort cette information sur un emploi soi-disant fictif de Pénélope Fillon. Et ça se déclenche, mon vieux, un tir d'artillerie extraordinaire. Information mercredi à 9h. À 11h, on a le déclenchement de l'enquête préliminaire. Et l'après-midi, les investigations commencent. Les policiers, toc toc toc, bonjour monsieur Barthelone, on peut rentrer, séparation des pouvoirs, mais allez-y monsieur Barthelone. Il fouille, il perquisitionne le bureau d'un parlementaire comme ça, audition, etc. Et 10 jours plus tard, des extraits soigneusement choisis dans la presse.
Pourquoi je parle de ça? Il y a la célérité avec laquelle tout ça se déclenche, mais il y a également l'interrogation qu'on peut avoir. Attendez, qui sont ceux qui ont eu accès à cette information frappée du secret de l'enquête prévu par la loi républicaine? Ce sont les magistrats du PNF et les policiers. C'est-à-dire ceux qui sont chargés de faire respecter la loi l'ont violée. Je ne sais pas comment ça s'est passé. J'ai quelques petites idées sur qui a éventuellement été impliqué, mais clairement, il y a eu une volonté de la part de magistrats ou de fonctionnaires assermentés tous les deux de violer la loi. Et naturellement, Le Monde publie Davé et l'Homme. Ils ne reconnaîtront pas ça, secret des sources oblige, et je les comprends, mais dans un autre livre, ils diront qu'effectivement, François Fillon a quelques raisons de se plaindre. Et donc, l'affaire se déclenche. Fillon fait toutes les bêtises possibles, pour rester poli, imaginables. Son avocat se précipite le premier jour voir Madame Houlette, en oubliant que la justice, c'est comme à la guerre, c'est le rapport de force uniquement qui compte, la connivence ne sert à rien. Et il avait fait déjà auparavant... imagine-t-on De Gaulle mis en examen, il avait dénoncé Sarkozy pour la fameuse affaire quand il a... Il n'a pas été très combatif, on va dire. Mais au-delà de ça, il a fait des bêtises. Il vient à la télévision, puis il dit, voilà, si je suis mis en examen, je ne me présente pas. Qu'à cela ne tienne, cher ami. Et c'est ce qui va se produire. En fait, ce qui choque quand on regarde toutes ces affaires, c'est le choix de la rapide... Enfin, le PNF, le Parc national financier, qui est maître des horloges, qui choisit d'accélérer ou de ralentir au maximum. L'affaire Alexis Collère. Alors celui-là, il faut absolument le protéger puisqu'il est secrétaire général de l'Élysée, un dispositif important de la Macronie. Richard Ferrand, qui est au perchoir aussi, où là, il ne faut surtout pas aller vite dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Et par contre, il y en a certains où il faut aller très vite. Et les autres, on va parler aussi de 2022, puisqu'on voit que les autres opposants sont sous le feu, sous l'œil de Sauron, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et sans doute d'autres. Mais les perquisitions pour la France Insoumise, ça a été la même histoire. Madame Le Pen, qui a un mal absolu à maintenant trouver de l'argent, même pour financer son parti. Et ça, c'est un rouleau compresseur. Donc on peut s'attendre au pire pour 2022 dans l'instrumentalisation de cette justice. Ah oui, et ce d'autant qu'il s'est passé des choses relativement récemment qui permettent de mieux comprendre que la justice n'est pas au service d'Emmanuel Macron. Tout ce que vous venez de citer qui permettent de pointer une complaisance ne pointe pas une soumission. Ça n'est pas la même chose. C'est très important, cette nuance. Je termine sur Fillon. 24%, 16% en janvier, courbe croisée, il est troisième en avril, au moment, et donc Macron est donc élu. Et ça, c'est la mécanique judiciaire de 47 jours, de procédures totalement médiatisées qui ont abouti à disqualifier sa candidature. Il a lui-même, par son comportement, ayant aidé à cette disqualification. Et il n'y a pas un magistrat en France, et il n'y a pas un avocat qui peuvent, sans mentir, prétendre qu'ils ont déjà vu une telle rapidité dans une affaire. Non, alors là, je vous mets au défi, les gars. Venez, on fera un pari. Quand les restaurants seront ouverts, on ira se taper la cloche ensemble, mais personne ne peut me dire que ça s'est déjà produit de cette façon-là et qu'il l'a connu. Donc, il est ainsi liquidé, et Macron a un boulevard. Pourquoi est-ce qu'il y a cette violence et cette absence d'état d'âme à s'ingérer dans le processus démocratique? C'est parce que François Fillon présentait beaucoup de défauts. Il y avait sens commun, les cathos, il y avait ses positions sur l'avortement, etc. Je pense que la droite a fait une grosse erreur en prenant ce gars, mais vous me direz, si le choix c'était entre Juppé, Sarkozy et Fillon, c'est pas si facile que ça. C'est ce qui ressort aussi de ce livre qui est extrêmement énervant, parce qu'on se rend compte qu'il y a une faillite totale du jeu démocratique en France, avec la faillite des grands partis, d'où toutes ces affaires, parce qu'il faut chercher de l'argent, il y a plus de militants, il n'y a plus de gens qui payent pour les partis, il n'y a pas non plus d'organisation d'une banque d'État, c'était un projet porté par Bayrou à une époque, pour financer les partis, donc évidemment on va aller chercher des mallettes de billets, on va se débrouiller comme on peut pour financer les campagnes, à un niveau industriel, ça s'est dit. Et puis l'autre chose qui est terrible, c'est de se rendre compte que ça se joue, la démocratie, c'est Game of Thrones entre quelques grandes familles, entre 200 personnes à Paris qui s'amusent.
qui décide de qui va être président finalement. Et ça va très vite. Et là, on se dit, on est totalement dépossédé. C'est-à-dire que quand la justice décide de ralentir sur des affaires, on ne peut rien faire. Parce que derrière, c'est le bloc bourgeois. Enfin, le bloc élitaire. Il y a le bloc élitaire, qui est nommé ainsi par Jérôme Sainte-Marie, où on voit bien que c'est des intérêts communs qui font que Emmanuel Macron est le représentant finalement ultime. C'est le ni droite ni gauche, c'est ce moment où le PS fusionne avec le centre, c'est ce moment où on dit on arrête les jeux, on n'a plus le temps pour ça finalement, maintenant on doit aller vite, casser tout le système et placer tout le monde. Et on arrive à cette technocratie où les amateurs fiers ont cassé la représentation nationale. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne sert à rien. Il y a le Sénat qui a encore un rôle, mais qui se dit « mes jours sont comptés ». Mais il a un rôle, mais pas de pouvoir, en fait. Pas de pouvoir. Et derrière, tout se passe à l'Élysée. Maintenant, au Conseil de défense, sous des lois d'exception permanentes grâce au coronavirus. C'est-à-dire que là, on quitte même l'état de droit. On est dans l'état d'urgence permanent. Et tout ça sans aucun moyen de riposte démocratique. Alors, la responsabilité de la magistrature est très lourde. Elle est très lourde parce que, effectivement, elle accepte par choix politique de fond. Ils ont considéré que le candidat qui devait être à la tête de la présidence de la République, c'était Emmanuel Macron. D'abord, il était présenté par le Parti socialiste, il y a une forme de continuité. Deuxièmement, il y avait cette espèce de centre-gauche, centre-droit, on faisait fusionner le bloc élitaire. Il était séparé en deux, mais c'était une fausse alternance. On fait fusionner le bloc élitaire. On s'imagine chez certains qu'il n'aura pas d'état d'âme, ce qu'il fait. En septembre 2016, à un meeting, il dit on ne négocie, enfin il dit pas en ces termes, on ne négociera pas, je vais démonter l'État-providence, ce qu'on n'a jamais réussi à faire ici parce qu'on n'a pas voulu. Avec la violence, puisqu'on a vu les 3000 arrestations, les gilets jaunes, 1000 personnes en prison, ça c'est de la justice politique, clairement. Ça, ce que j'essaie de décrire et de faire comprendre, c'est que le système Macron, c'est pour ça que je l'appelle système Macron, c'est trois choses. Premièrement, je tape sur les adversaires, en commençant par liquider le candidat qui pouvait être élu. Deuxièmement, je protège les amis. Et troisièmement, je tape sur le peuple si jamais il se redresse. Parce que c'est ce qui s'est produit. Alors, on a parlé de la protection des amis. Vous avez dit tout à l'heure un mot de ce qui peut se passer. Effectivement, les deux candidats plausibles aujourd'hui déclarés, qui font 20% pour l'un et 22% pour l'autre au premier tour, c'est-à-dire légitime, logique, plausible. Hein, on peut ne pas les aimer, mais ils ont leur place républicaine tous les deux. Eh bien, ils sont tous les deux dans les tuyaux judiciaires. Hein. On leur retire le tapis quand on veut. Ils l'ont déjà fait avec Fillon, ils sont capables de le refaire. Je suis tout à fait désolé. Ce n'est pas une accusation en l'air que je porte, c'est un risque que j'identifie. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, quand Belloubet vient dire « Ah oui, mais c'est perquisition, je l'ai appris par la presse », non mais faut arrêter, Madame Belloubet. Il faut arrêter. Il y a eu 12 perquisitions. Hein. Ça a mobilisé des centaines de personnes. Il a fallu que ce soit décidé, etc. On a visité les domiciles, les trucs comme ça. C'était un raid, là aussi. C'est pas vrai. Ça a été calculé. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est très intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, bon, j'avais été sollicité par Jean-Luc Mélenchon. On a réalisé un documentaire sur le lawfare. C'est-à-dire l'utilisation de la justice à des fins politiques, parce qu'il n'y a pas qu'en France, en Amérique latine beaucoup. Et donc... c'est ce qui est arrivé à Lula aussi. Tout est fait par la justice pour empêcher l'opposition issue de Correa de s'organiser, de se présenter alors qu'elle gagnerait. Ils n'ont pas réussi à le faire en Bolivie, vous avez vu ce qui s'est passé. On avait mis Evo Morales dehors en disant qu'il y a eu un coup d'État, ce qui était faux, ça a été établi. Il y a eu de nouvelles élections présidentielles et le parti de Correa l'a gagné haut la main. Donc c'est vrai qu'il y a des tentations de manipuler la justice à des fins antidémocratiques. Alors, pour revenir à la France, je termine sur Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu tous ces ordinateurs saisis, les comptas, les listes de militants, d'adhérents et de choses comme ça, et tout ça a été confié à un juge d'instruction, ouverture d'une information judiciaire, mais il ne se passe plus rien. Personne mis en examen, personne n'a accès à ce dossier. C'est-à-dire qu'on tire quand on veut. Bon. C'est le côté maître des horloges, c'est-à-dire on attend la campagne et c'est systématique. C'est-à-dire qu'on protège et d'un autre côté, c'est des épées de Damoclès. Je ne sais pas, les magistrats qui sont chargés de ce dossier, ce qu'ils ont l'intention de faire, je ne sais pas. Mais je dis simplement que le risque existe. Ce n'est pas supportable de faire de la politique dans un pays abîmé comme la France face à la pandémie, dans une incertitude démocratique de ce niveau. Madame Le Pen, il y a eu la question des emplois d'assistants du Parlement européen. C'est parti tout de suite. Alors qu'en ce qui concerne Madame
Bayrou et Goulard et compagnie, Madame Lepage avait écrit dans un livre tout ce qui se passait, la justice a attendu 3 ou 4 ans avant. On ne pouvait pas faire autrement parce que c'est le Parlement européen qui, en refusant la nomination de Madame Goulard, a finalement obligé à faire un peu de travail judiciaire dans quelque chose d'assez évident. Toujours est-il que Marine Le Pen, il y a la fameuse histoire de la photo. La fameuse histoire de la photo, vous savez, elle est accusée par Bourdin d'être pire que Daesh. Le FN, c'est Daesh. Donc elle publie maladroitement une photo avec des atrocités qu'elle retire. Et elle est poursuivie sur la base de textes de protection de l'enfance, parce qu'effectivement, il faut protéger les enfants contre les images violentes et tout. On la poursuit pour ça, on l'envoie chez le psychiatre, et elle est renvoyée devant le tribunal correctionnel. Attendez, chez le psychiatre. Faut arrêter, quoi. Ouais, mais on est là dans des procès staliniens quasiment. Enfin, le coup d'État judiciaire, il est réel. Enfin, ils ont la possibilité. On a la possibilité, mais on a aussi la preuve avec cette campagne. Et alors, la deuxième chose sur laquelle je voudrais intervenir, c'est la protection des amis. Vous avez effectivement toutes les affaires de Benalla, Delevoye, en passant par Ferrand, en passant par Bayrou, Goulard et compagnie, en passant par Colère, les noms qui nous viennent tout de suite, mais il y en a d'autres, hein, tous ceux qui avaient été considérés comme des faux témoins par la commission sénatoriale d'enquête sur Benalla, etc., tout ça dort paisiblement, ne fait pas l'objet d'ouverture d'informations, etc. Je vais rester 2 minutes sur Colère. Colère, il a un problème de prise illégale d'intérêt dans ses fonctions au ministère de l'économie et une affaire concernant les chantiers navals de Saint-Nazaire où effectivement il a des intérêts privés. Donc je ne rentre pas dans le détail. Hein. Il y a une plainte qui est déposée devant le PNF. Le PNF fait faire un travail par un policier. C'est la presse qui le raconte. Le policier dit infraction constituée. L'apprenant, Colère, par l'intermédiaire de son avocat, fait déposer au PNF un alibi rédigé par Emmanuel Macron, président de la République. Parce que c'est un alibi, ça, son attestation. Mais non, vous m'aviez dit que c'était... Enfin, vous vous rendez compte ? Vous imaginez Sarkozy délivrer un alibi à quelqu'un de poursuivi pendant son mandat ? Comme la nomination de Rémi Hetz, qui est nommé par Emmanuel Macron. Par Emmanuel Macron. C'est la première fois que le président de la République nomme... il relance une procédure pour pouvoir le faire. Et en ce qui concerne Colère, le policier du Mans, chapitré, je suppose, change ses conclusions, c'est ce que dit la presse, change ses conclusions, et on a un classement sans suite. Bon, alors, Anticor dépose une plainte avec constitution de partie civile, et aujourd'hui, il y a un juge d'instruction. Donc, je vous ai parlé de cette protection, compris Delevoye, on ne sait pas où ça en est, tout ça. Ferrand, il allait être mis en examen à Paris par un magistrat du pôle d'instruction financier, et prestement, ce magistrat a été dessaisi, ça a été renvoyé à Lille. Hein. On apprend que peut-être le magistrat de Lille, il est du même avis que son confrère parisien et que son collègue parisien, et qu'il va mettre Ferrand en examen. On nomme 2 autres juges pour qu'il y ait une collégialité. Entre-temps, il y a eu le jeu de chaises musicales avec Rugy, Hulot, etc. Et l'autre se retrouve président de l'Assemblée nationale et il avait dit « si je suis mis en examen, je ne démissionnerai pas ». S'il avait été mis en examen, il n'aurait pas été élu, c'était plus difficile. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de manipulations. Mais le reproche le plus important que je vous fais, c'est le comportement que vous avez eu au travers du bas clergé judiciaire vis-à-vis des couches populaires. Vous les avez tabassés. Il n'y a pas d'autre mot. À l'étranger, Commission des droits de l'homme de l'ONU, Amnesty International, on dit « mais attendez, qu'est-ce qui se passe là ?» Et le pire du pire, c'est la protection des violences policières. Les mutilés, les éborgnés, etc. Ça n'a été possible que justement parce que la justice n'a pas accompli sa mission première en matière de violence légitime, c'est elle qui en contrôle l'intensité. Le ministre de l'Intérieur, il dit « je les mets là, ils font telle ou telle méthode, telle ou telle... » Ok, d'accord. Et tu iras devant le Parlement pour t'expliquer s'il y a des problèmes. En revanche, l'utilisation de la violence physique, eh bien, c'est le juge a posteriori qui contrôle cette intensité. On n'a rien fait. On n'a rien fait. J'ai une petite anecdote pour montrer l'état d'esprit, au-delà de celui de ce procureur qui dit j'ai menti pour protéger le président et tout. C'est une affaire qui se passe à Nîmes. Vous vous rappelez peut-être de cette vidéo où on voit un syndicaliste un peu âgé et un jeune qui discute avec Macron avant qu'il soit président à propos de costumes. Et si tu veux un costume, il suffit d'aller travailler, je ne sais pas, s'il est tuto, enfin peu importe. Eh bien, le syndicaliste
un combatif, etc. Il n'a jamais tapé personne, hein, il n'a jamais commis une violence, mais il a été casse-pied, et donc il viole un contrôle judiciaire lui interdisant de manifester en allant faire un petit rassemblement à 15 personnes sur un rond-point le week-end qui suit le déconfinement. Ou je ne sais plus, enfin c'est quelque chose comme ça. Donc il est mis en détention, il va faire 6 mois de détention, il sera au mitard, il fait 45 degrés hein, à Nîmes ce jour-là, et quand il passe devant le tribunal, qui va le condamner à je ne sais plus combien de prison, le procureur se lève et dit solennellement, plus les gilets sont jaunes, moins la matière est grise. C'est-à-dire, je crache à la... Ah bah oui, c'était ça, c'est inouï, quoi. Enfin, cette attitude. Et là, pour moi, c'est le pire, ça. Pour moi, c'est le pire. Les compromissions, les magouilles des 200 dont on parle, etc., ça me choque profondément. Ça me choque d'autant plus qu'on a derrière une presse qui fait semblant. Est-ce qu'on peut parler de justice de classe? Parce qu'on parle toujours de justice à 2 vitesses. Est-ce que là, c'est pas flagrant? C'est complètement une justice de classe. Je le dis d'autant plus facilement que, parlant de mon livre, Éric Zemmour dit « Je sais être marxiste », en disant que cet appareil judiciaire défend ses intérêts de classe, ses couches moyennes supérieures en partie, hein, et ses intérêts de corps. C'est très important. C'est une articulation, c'est une dialectique de l'intérêt de corps. Le corporatisme est très fort. Il faut savoir comment est composée la magistrature. On va en parler justement parce qu'il y a la nomination d'Éric Dupond-Moretti qui fait des vagues. Un avocat garde des Sceaux, ça n'a pas plu aux magistrats. C'est pire que ça, c'est que Dupond-Moretti est courageux, Dupond-Moretti est combatif, Dupond-Moretti a des défauts. Hein, Dupond-Moretti est très médiatique, etc. Il a très bien gagné sa vie, il n'a rien volé, hein, mais il a très bien gagné sa vie. Donc, du fait de fonctionnement, il est totalement inséré à la société du spectacle, hein, il faut être clair. Hein, il était sur scène avant d'être nommé ministre. Hein. C'est un gibier de bord en plein. Bon, il est détesté. Hein, par des couches sociales qui sont un peu frustrées aussi. Hein. On rencontre ces frustrations, le sentiment de ne pas être reconnu au niveau, c'est classique. Hein. Bon, vous avez aussi un corporatisme très très fort dans la magistrature, que l'arrivée de Dupond-Moretti se fait avec cette histoire d'enquête. Dupond-Moretti a déposé plainte, il retire sa plainte. Donc, mais quand même, ils sont exaspérés. Puis Dupond-Moretti dit « Attendez, on va faire une procédure disciplinaire quand même. Il y a un problème dans ce comportement, dans cette façon d'opérer, ça ne va pas. » Et là, immédiatement, refus de rendre des comptes, refus de mise en cause de responsabilité. Madame Moulette, haut magistrat, est convoquée par l'inspection générale des services. Il y a dans toutes les administrations une inspection générale des services et elle refuse d'y aller. Fait un bras d'honneur. Ah bon, pardon ? Hein, mais c'est incroyable et elle est totalement soutenue. Et là, le corps se rassemble. La première présidente de la Cour de cassation et le procureur général se font les porte-parole de ça et protestent, y compris contre la nomination d'un avocat à la tête de l'École nationale de la magistrature. Vous savez ce qu'on a fait pour compenser ? On a nommé un magistrat à la tête de l'école du barreau de Paris. C'est vrai qu'il y avait eu... Je trouve ça très bien hein, qu'on ait nommé un magistrat à la tête de l'école du barreau de Paris. Je trouve ça très bien. Et très bien qu'on ait nommé un avocat là. Mais ils n'ont pas supporté. Ils n'ont pas supporté. Et, moyennant quoi, ils s'acharnent contre Éric Dupond-Moretti depuis plusieurs mois. Et ils viennent de déposer des plaintes. Les syndicats, ce qui est quand même étrange. Les syndicats, d'abord, ils n'ont aucun intérêt juridique pour agir. Ils ne peuvent pas être partie civile. Je ne veux pas que celui qui me juge, hein, il le fasse à partir de considérations qui sont des considérations strictement subjectives, qui lui sont propres. Je veux qu'il le fasse à partir de sa mission. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a la collégialité, le double degré de juridiction. Ben merci beaucoup, Régis de Castelnau, pour ce réquisitoire, pour ce livre aussi, Une justice politique, un livre important pour comprendre un peu ce pouvoir des juges, si souvent dénoncé, qui est là mis en lumière, avec ce risque pour la démocratie bien réel, parce qu'une justice impartiale, c'est quand même important, et la séparation des pouvoirs aussi, c'est important. On reviendra bien sûr sur la crise de la justice plus tard. En attendant, on vous conseille ce bouquin à l'artilleur, Une justice politique. C'est moi qui vous remercie.